Monsieur le Président, la parole est à Monsieur Gilles Savary pour le groupe SRC, 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est de celles qui posent un germe de principes juridiques à vocation universelle dans la plus haute et la plus noble tradition de notre Assemblée nationale. Elle est de celles qui font que la France est ce qu'elle est de singulier dans le monde, de celles qui allument une petite lumière d'espoir pour des milliers d'êtres humains. Je voudrais en féliciter tout particulièrement Dominique Potier, qui en est à l'origine, mais aussi, parce qu'on sait que ça vient de loin et d'un travail de fond, Daniel Auroy et Philippe Noguès, qui ont permis d'animer ici et de nourrir ces travaux à travers le Cercle pour la responsabilité sociale des entreprises. Cette proposition de loi s'inscrit dans la logique de travaux qui, ici ou ailleurs dans le monde, je pense notamment à l'Organisation internationale du travail, ont décidé de réagir au drame du Rana Plaza en 2013. C'est la mémoire de ces pauvres victimes, de l'insatiable vénalité du monde qui habite aujourd'hui nos débats. Mais on sait que l'OIT évalue à 21 millions d'êtres humains les travailleurs forcés dans le monde. On sait qu'au-delà de ce que l'on caractérise par travail forcé, c'est-à-dire l'emploi de travailleurs économiquement, psychologiquement et même physiquement vulnérables, auxquels on confisque jusqu'au papier d'identité afin qu'ils ne puissent s'échapper de la surexploitation, on sait qu'au-delà de cette catégorie de travailleurs asservis, souvent délocalisés, dont l'extrême misère, à la limite de la simple subsistance quotidienne, force au consentement ou plutôt à la résignation, on sait qu'il y a une population infiniment plus nombreuse, toujours plus nombreuse, dans notre économie financiarisée et mondialisée, qui sert d'avantage concurrentiel et de variable d'ajustement financier. C'est précisément cette inversion des finalités économiques, de moins en moins au service de l'humain, mais de plus en plus au service d'une profitabilité sans scrupules, que cette loi prétend infléchir et combattre. Nul n'ignore ici que le monde d'aujourd'hui n'est pas un aimable patronage et qu'il cultive au contraire comme valeur dominante l'égoïsme du gain et l'historie de la domination. Cela concerne les entreprises, bien sûr, elles-mêmes dominées par la finance, mais aussi des États à la recherche de puissance et d'influence qui les y encouragent. Nul n'ignore ici que ces dérives du capitalisme contemporain, qui placent l'exploitation du travail plutôt que la qualité des produits et des services au cœur de la compétition et de la concurrence, ne sont découragés par aucun régime politique au monde, quelle que soit sa sensibilité. Cette proposition de loi n'est donc pas une loi politique au sens idéologique du terme, mais une loi humaniste au sens universel, comme l'ont été les grandes lois abolitionnistes de l'esclavage en 1848 pour ce qui nous concerne. Ce n'est pas non plus une loi naïve sur l'état du monde qui s'exposerait à pénaliser seulement nos entreprises par défaut de pragmatisme et de mesure, sans avoir la moindre influence sur leurs concurrents. Certes, nous sommes au début d'une longue route, mais notre honneur, c'est d'ouvrir la route. On entendra ici sur ces bancs les mêmes inquiétudes que celles qui se sont manifestées, notamment dans les cercles commerçants de ma bonne ville de Bordeaux, à la Révolution, quand elle a aboli l'esclavage, avant que Bonaparte le réintroduise sous la pression des mêmes intérêts économiques. Cette loi, comme celle que je vous ai soumise sur la lutte contre la concurrence sociale déloyale, et que vous avez largement adoptée, mes chers collègues, n'ignore pas l'impitoyable contexte mondial d'aujourd'hui. Elle ne prétend pas le terrasser subitement et ne contient pas d'autres obligations que de solliciter le devoir de vigilance de nos grandes entreprises donneuses d'ordre. Elle repose sur le principe simple que nous avons introduit ensemble sur le travail détaché, que le commanditaire d'un travail ne peut être irresponsable des conditions économiques et humaines dans lesquelles il s'accomplit, comme les lois qui ont suivi les drames de Seveso, de Minamata ou de Bhopal ont imposé aux entreprises des mesures de sécurité, de sûreté ou de protection de l'environnement qui paraissaient inaccessibles avant ces drames. Elle introduit ce principe à travers l'obligation de mise en place d'un plan de vigilance obligatoire pour les entreprises déployé à l'échelle internationale. Il s'agit essentiellement d'un texte préventif qui sanctionne l'absence de vigilance, mais qui n'ajoute ni ne retranche rien aux sanctions aujourd'hui en place et mobilisables dès lors qu'il y a un drame, et notamment au principe de responsabilité. D'une certaine façon, il permettra même à des entreprises de se prévenir de ce type de drame et donc de sanctions infiniment plus importantes. Au plan économique, la disposition
que nous proposons aujourd'hui pourra constituer une incitation à relocaliser des sous-traitances au profit de notre tissu de PME et de TPE. Elle a vocation à devenir aussi un atout pour les entreprises dont l'image de marque sera associée à ces exigences éthiques et humanistes. Je suis persuadé, mes chers collègues, que malgré les dérives de l'optimisation sociale qui caractérisent l'ultralibéralisme de notre époque, il y aura de plus en plus de consommateurs citoyens pour refuser de se faire les complices d'un nouvel esclavagisme, comme de plus en plus d'entre eux refusent déjà de se faire les complices de la prédation écologique de la planète. Plus qu'un texte symbolique ou déclaratif, cette proposition de loi est un texte d'espoir qui honore la France et ce qu'elle représente encore pour l'humanité. Merci, Monsieur Savary. Le Bordelais que vous êtes a un petit peu dépassé quand même. Monsieur